que ce soit un projet de création ou de reprise, on part de soi-même en fait. Donc, après, la question c'est de dire, c'est de croire que en partant de la feuille blanche et de soi-même, on est plus libre de créer quelque chose ex nihilo, mais finalement on part que de soi-même en fait. En gros, c'est ça. Alors après, c'est vrai, vous avez la composante des salariés que vous n'avez pas choisi. Vous avez la composante des murs que vous n'avez pas choisi, du carnet de clients, mais ça, c'est les données de base, c'est un peu les données de base du marché, en fait, si vous voulez. Vous n'arrivez pas, en termes de création, à créer un marché. Enfin, il me semble, hein, l'illusion est un peu là, de créer un marché, un type de client. Enfin, voilà, ça n'existe pas. Je pense que, voilà, il faut faire avec, et la reprise, c'est faire avec l'ancien. Mais la création, c'est faire aussi avec vous-même. Je crois que voilà, le point commun entre les deux, je vois pas trop de différence entre création et reprise, sinon que reprise, on assume de faire avec. Il y a reprise et création. Moi, j'ai eu la chance de faire les deux. C'est-à-dire qu'au Cameroun, j'ai créé un restaurant. Donc, vous n'avez pas de comparatif. C'est un avantage et un inconvénient. Quand vous faites une reprise, vous avez un comparatif. Vous avez quelqu'un qui a tenu cette affaire-là 10 ans avant vous, 20 ans. Il y a une comparaison sur le savoir-faire par rapport à la cuisine, par exemple. C'est changement de génération aussi. Donc, du coup, une reprise, il faut s'appuyer sur ce qui a été fait avant et après développer. Ça vient avec l'identification de son entreprise, ça devient un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut respecter ce qui a été fait avant et après mettre sa patte à soi. J'ai dit, je vais vendre l'exploitation. Un jour, en réunion de famille, comme ça, en fin d'année. Et c'est là qu'Isabelle a dit non, moi je voudrais bien la reprendre. Bon, ça m'a un peu choqué parce que c'était pas prévu, hein, si vous voulez. Moi j'avais laissé un petit peu couler un petit peu, pas le vignoble, mais j'avais pas fait d'investissement de matériel, ce genre de choses. J'avais pensé déjà à la finale, quoi. Mais j'ai dit c'est bien gentil de reprendre un vignoble, mais faire de la vigne c'est pas anodin. Il faut retourner à l'école. Donc elle est repartie. Enfin, on a demandé à sa sœur déjà, et puis si elle était d'accord, bon, il n'y avait pas de souci. Hein. Parce que bon, il y a quand même un patrimoine. Donc elle est repartie une année en formation professionnelle au lycée de Montreuil-Bellin, lycée viticole, avant de reprendre l'exploitation. Alors le fait de reprendre l'exploitation viticole, j'ai donc été accompagnée par mes parents. Et mon père m'a beaucoup aidée à avancer assez vite sur certains domaines, sur certains comme la vigne, parce qu'il manquait quelques compétences sur la culture de la vigne. Donc lui m'a aidée à aller plus vite pour appréhender déjà ce secteur-là qui est la culture de la vigne, mais aussi dans la cave. Dans la cave, au niveau de la vinification, il m'a aidé à comprendre les mécanismes beaucoup plus vite que si j'avais été toute seule, j'y serais allée à tâtons. J'y serais allée, j'aurais fait. Alors que là, j'ai avancé beaucoup plus vite. Et ensuite, le dernier point important, c'est que lui avait une clientèle déjà. Donc, je me suis appuyée sur cette clientèle pour pouvoir développer l'exploitation. Il y a énormément d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et notamment, lors d'une reprise d'exploitation, on ne peut pas tout changer d'un seul coup. Quand on reprend une structure, au départ, il faut aussi garder la clientèle qui est déjà en place. Donc, vous allez l'identifier à vous-même, mais au bout d'un certain temps, au fur et à mesure, en fonction de la cuisine que vous allez faire, de la structure aussi que vous allez adapter. La salle, nous, par exemple, cette salle gastronomique, on a mis 4 ans à la faire, parce qu'il y avait aussi les freins économiques pour pouvoir le faire. Et du coup, au fur et à mesure, vous mettez votre identité dans votre entreprise. Que ça soit au niveau de la cuisine et que ça soit aussi au niveau du décoratif, de la façon de travailler et tout. Moi, il y a une rupture nette, mais net quoi. Alors c'était très bien hein, ce qu'ils faisaient monsieur et madame Ayer, hein, et puis ils avaient leur réputation, ils avaient tout ça. Moi par contre, je suis arrivé, je savais ce que je savais faire, je savais de quoi j'étais capable, et puis moi j'avais mes produits en tête, j'avais mes trucs en tête. Et on a tout arrêté, mais vraiment du jour au lendemain, on n'a rien repris, on a arrêté tous les produits qu'ils faisaient, enfin ouais, on a tout arrêté, même leur baguette phare, leur baguette de tradition phare, on l'a arrêté.
Et les premiers jours, ça a été super compliqué parce qu'ils avaient quand même une clientèle une clientèle assez dure, quoi, de personnes assez âgées et une clientèle d'habitués et assez dure. Et donc les premiers jours, ça a été un peu la cata. On a eu pas mal de réflexions sur le fait qu'on ait arrêté sa baguette phare, sur le fait qu'on ait arrêté ça, qu'on ait changé ça, qu'on fasse plus ça. Et puis au bout d'une semaine, c'était oublié. C'était oublié, on commençait à avoir des bons retours et puis là, maintenant on a des super retours et voilà. C'est vrai que la première semaine, les premiers jours, on avait des regards noirs des clients, c'était un peu bizarre. On a beaucoup de mythes sur la création d'entreprise, sur la valeur. Ça vient peut-être des États-Unis, ça vient peut-être un peu de ça, de partir de la feuille blanche pour créer quelque chose qui n'existe pas. Mais finalement, beaucoup de business aujourd'hui sont aussi des transmissions, que ce soit des transmissions de rachat quand des personnes ne se connaissent pas ou des transmissions familiales, hein, on ne parle pas de ça, mais il y a tous ces processus-là. Et en fait, pourquoi c'est pas valorisé ou pas accompagné? Parce que je pense qu'il y a une complexité dans la transmission. C'est vrai que c'est une période de la transmission qui est très mal, qui est mal prévue. Enfin, c'est pas quelque chose qui, aussi bien des institutionnels et autres, il n'y a pas d'accompagnement particulier, il n'y a pas de... Bon, vous donnez les clés pour ce soir, au revoir. Hein. Enfin, je veux dire, ça peut être dès le lendemain, partez, quoi. Donc, bon, là, ça n'a pas été le cas, mais bon, voilà, il n'y a pas de protocole vraiment bien pensé en disant, voilà, il y a des choses à faire, il y a des trucs à faire, etc. Dans le compromis de vente, il y a je ne sais pas si c'est pareil dans tous les corps de métier, mais en tout cas dans l'artisanat, il y a une mise en route en fait, d'une semaine ou de 2 semaines, ça se négocie. Moi, la mise en route, c'était une semaine avant la signature. Je devais pouvoir venir, il devait pouvoir m'accueillir pendant une semaine et me montrer vraiment comment il procédait, comment il travaillait. Et une semaine où il devait se tenir à ma disposition après la signature. Donc voilà, et je signais, j'étais propriétaire, il me donnait les clés, mais il devait se tenir à ma disposition. En gros, il pouvait travailler pour moi pendant une semaine. Mais ça se négocie dans le compromis de vente. Et je pense que dans la transmission, ce qui est valorisé ou accompagné aujourd'hui encore, c'est la partie du repreneur, c'est-à-dire voilà. Mais il y a un aspect, on va dire, qui manque, c'est la partie, celui le cédant, qui n'est pas accompagné. Et je pense que c'est un processus assez holistique dans le sens où on devrait accompagner à la fois le cédant et le repreneur. C'était un petit peu une période entre 2010 et 2015 dans laquelle on regardait pour céder, pour trouver des gens qui soient intéressés. Donc on a eu quelques touches qui ne se sont pas concrétisées. Et puis moi j'avais à l'esprit que la transmission se fasse dans de bonnes conditions pour le repreneur. Ça peut paraître bizarre, mais je voulais effectivement qu'il y ait une continuité d'entreprise. Il fallait que ça ne soit pas déménagé, que l'entreprise reste bien à Châtellerault, que tous les salariés soient repris, que les clients soient aussi satisfaits de la reprise, et puis voilà, que le repreneur ait la capacité d'aller plus haut. Si on n'accompagne pas le cédant, on n'arrivera jamais à avoir des transmissions réussies. Voilà, c'est un peu le principe. Et je disais que aujourd'hui à Châtellerault ou dans la Vienne, on va dire dans les entreprises, enfin dans les bassins, on va dire un petit peu traditionnels, les chefs d'entreprise qui cèdent ont plus de 50 ans, 60 ans, donc les entreprises qui sont cédées à ce moment-là sont des entreprises qui sont pas sur un même mode que si le chef d'entreprise est plus jeune quand il cède. J'ai toujours dit, voilà, à un moment, j'en aurai marre, ça va plus m'amuser, donc il va falloir que je retransmette. Donc c'était une première leitmotiv.
Moi, j'étais en effet chef d'entreprise, quoi. Enfin, à faire des tableaux de bord, à regarder, dire là, on a tant de devis signés, à créer des outils pour ça. On a tant de devis signés, ça veut dire qu'il va falloir que j'embauche quelqu'un, etc. Si j'embauche quelqu'un, qu'est-ce que ça impacte? Un pur chef d'entreprise. Et c'est aussi d'ailleurs une des lassitudes que j'avais. Je voulais retourner un peu à me salir les mains, à m'abîmer un peu les mains, à retransformer de la matière, ça me manquait. À un moment de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah ouais, putain, t'as fabriqué la tiny house, t'as fabriqué la charpente. Depuis quelques années, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Je sais plus, j'ai fait des mails, j'ai envoyé plein de mails à partout, mais en fait, ça manquait de sens, quoi, vraiment de matière.